Salut CKCF. On est parti pour te lire, il est long, hein, mais on te parle que là pour l'instant on parle que sur le premier chapitre de l'interprétation du rêve de Sigmund Freud, un auteur qu'on aime bien. Voilà. Donc vas-y, chapitre 1, la littérature scientifique sur les problèmes du rêve. Dans les pages qui suivent, je vais apporter la démonstration qu'il existe une technique psychologique permettant d'interpréter les rêves et que par l'application de ce procédé, chaque rêve se révèle être une formation psychique pleine de sens qui doit être insérée à une place assignable dans le mouvement animique de l'état de veille. Je tenterai en outre de tirer au clair les processus dont découle le caractère étrange et méconnaissable du rêve et d'en inférer la nature des forces psychiques de l'action conjointe ou antagoniste desquelles le rêve procède. Arrivé là, ma présentation s'interrompra car elle aura atteint le point où le problème du rêvé débouche sur des problèmes plus vastes dont la solution doit être abordée à partir d'un autre matériel. Je commencerai par une vue d'ensemble des productions d'auteurs antérieurs, ainsi que de l'état actuel des problèmes du rêve dans la science, parce que je n'aurai pas souvent l'occasion d'y revenir au cours de ce traité. En effet, en dépit d'efforts plusieurs fois millénaires, la compréhension scientifique du rêve s'est très peu étoffée. Cela est si généralement admis par les auteurs qu'il semble superflu de faire entendre telle ou telle voix. Dans les écrits dont je joins la liste à la fin de mon travail se trouvent nombre de remarques suggestives et quantité de matériel intéressant pour notre thème, mais rien ou fort peu qui touche à l'essence du rêve ou qui résolve définitivement l'une de ces énigmes. Moins de choses encore sont passées dans le savoir des profanes cultivés. Quelle conception du rêve a bien pu être celle des temps originaires de l'humanité chez les peuples primitifs, et quelle influence le rêve a pu acquérir sur la formation de leur vision du monde et de l'âme? Voilà un thème d'un intérêt si élevé que je ne l'exclus qu'à contre-cœur de mon travail dans le contexte de ce livre. Je renvoie aux œuvres connues de Sergi Lubbock, H. Spencer, B. Taylor, et j'ajoute seulement que la portée de ces problèmes et spéculations ne peut nous devenir compréhensible qu'après que nous serons venus à bout de cette tâche qui nous attend, l'interprétation du rêve. C'est un écho de cette conception du rêve dans les temps originaires qui est manifestement à la base de l'estimation du rêve chez les peuples de l'Antiquité classique. C'est un écho de cette conception du rêve dans les temps originaires qui est manifestement à la base de l'estimation du rêve chez les peuples de l'Antiquité classique. Il y avait chez eux le supposé que les rêves étaient en relation avec le monde d'êtres surhumains auxquels ils croyaient et qu'ils apportaient des révélations provenant des dieux et des démons. De plus, s'imposait à eux l'idée que les rêves avaient pour le rêveur une visée significative, en règle générale celle de lui annoncer l'avenir. L'extraordinaire diversité dans le contenu des rêves et dans l'interprétation qu'ils laissaient rendait difficile, il est vrai, d'arriver à une conception unitaire de ceux-ci, et obligé à de multiples différenciations et regroupements des rêves suivant leur valeur et leur fiabilité. L'extraordinaire diversité dans le contenu des rêves et dans l'impression qu'ils laissent rendait difficile, il est vrai,
d'arriver à une conception unitaire de ceux-ci, obligés à de multiples différenciations et regroupement des rêves, suivant leur valeur et leur fiabilité. Chez tel ou tel philosophe de l'Antiquité, le jugement porté sur le rêve n'était naturellement pas indépendant de la position qu'il était prêt à accorder en général à l'âme antique. Dans les deux écrits d'Aristote traitant du rêve, le rêve est déjà devenu un objet de la psychologie. Nous apprenons que le rêve n'est pas envoyé par les dieux, qu'il n'est pas de nature divine, mais bien démonique. La nature étant démonique, non pas divine, c'est-à-dire que le rêve n'est pas issu d'une révélation surnaturelle, mais qu'il découle au contraire. Dans les deux écrits d'Aristote traitant du rêve, le rêve est déjà devenu un objet de la psychologie. Nous apprenons que le rêve n'est pas envoyé par les dieux, qu'il n'est pas de nature divine, mais bien démonique. La nature étant démonique, non pas divine, c'est-à-dire que le rêve n'est pas issu d'une révélation surnaturelle, mais qu'il découle au contraire des lois de l'esprit humain, apparenté, il est vrai, à la divinité. Le rêve est défini comme l'activité d'âme de celui qui dort, dans la mesure où il dort. Aristote connaît quelques-uns des caractères de la vie de rêve, par exemple que le rêve interprète en grand de petits stimuli survenant pendant le sommeil. On croit abrasser un feu et ressentir une chaleur extrême quand il se produit qu'un réchauffement tout à fait insignifiant de tel ou tel membre. Et il tire de cette façon de faire la conclusion que les rêves pourraient très bien révéler aux médecins les premiers indices non remarqués pendant la journée d'un début de modification dans le corps. Les anciens avant Aristote ont, comme on sait, tenu les rêves, non pour une production de l'âme qui rêve, mais pour une inspiration provenant des dieux. Et les deux courants opposés que nous trouverons de tout temps présents dans la façon d'estimer la vie de rêve s'affirmaient déjà chez eux. On faisait la différence entre des rêves véridiques et de valeur, envoyés au dormeur pour l'avertir ou lui annoncer l'avenir, et des rêves futiles, trompeurs et vains, dont la visée était de l'induire en erreur ou de le précipiter dans la perdition. Groupe mythologie grecque, histoire des religions, reprend une telle classification des rêves d'après Macrobe et Artémidore. On divisait les rêves en deux classes. L'une ne devait être influencée que par le présent ou le passé, mais devait être dénuée de signification pour l'avenir. Elle englobait les insomnia, qui restituent immédiatement la représentation donnée ou son contraire, par exemple la fin ou son insoumission, et les mots grecs, je sais pas comment, qui élargissent sur le mode fantastique de la représentation donnée, comme par exemple le cauchemar Chialtès. L'autre classe, par contre, était tenue pour déterminante pour l'avenir. En font partie la prophétie directe que l'on reçoit dans le rêve, la prédiction d'un événement à venir, le rêve symbolique qui nécessite une exégèse. Cette théorie s'est maintenue de longs siècles durant. La tâche d'une interprétation du rêve était en relation avec cette alternative dans l'estimation des rêves. La tâche d'une interprétation du rêve était en relation avec cette alternative dans l'estimation des rêves. Comme on attendait des rêves en général des renseignements importants, mais que l'on ne comprenait pas immédiatement tous les rêves, comme on attendait des rêves en général des renseignements importants,
mais que l'on ne comprenait pas immédiatement tous les rêves, et qu'on ne pouvait savoir si tel rêve incompréhensible n'annonçait pas malgré tout quelque chose de significatif. Cela donna lieu à des efforts pour remplacer le contenu incompréhensible. Cela, comme on attendait des rêves en règle générale, des rêves importants, des renseignements importants, mais que l'on ne comprenait pas immédiatement tous les rêves et qu'on ne pouvait savoir si tel rêve incompréhensible n'annonçait pas malgré tout quelque chose de significatif, cela donna lieu à des efforts pour remplacer le contenu incompréhensible du rêve par un contenu intelligible et en même temps chargé de signification. Dans l'Antiquité tardive, Artémidore de Daldis, dans l'ouvrage détaillé Ne peut que nous dédommager des écrits perdus qui ont le même contenu, fut tenu pour la plus grande autorité dans l'interprétation du rêve. Cette conception pré-scientifique du rêve chez les anciens était assurément en totale harmonie avec l'ensemble de leur vision du monde, qui ne cessait de projeter dans le monde extérieur en tant que réalité, ce qui n'avait de réalité qu'à l'intérieur de la vie d'âme. De plus, elle prenait en compte l'impression principale que la vie de veille reçoit du rêve par le souvenir qui en subsiste le matin. De plus, elle prenait en compte l'impression principale que la vie de rêve reçoit du rêve par le souvenir qui en subsiste le matin, car dans ce souvenir, le rêve se place comme quelque chose d'étranger, provenant pour ainsi dire d'un autre monde face au reste du contenu psychique. Alors, j'ai mis pause là, quand je m'enregistrais, mais je sais plus où on en était, donc on reprend, mais fin du chapitre. Cette conception pré-scientifique du rêve chez les anciens était assurément en totale harmonie avec l'ensemble de leur vision du monde, qui ne cessait de projeter dans le monde extérieur en tant que réalité, ce qui n'avait de réalité qu'à l'intérieur de la vie d'âme. De plus, elle prenait en compte l'impression principale que la vie de veille reçoit du rêve par le souvenir qui en subsiste le matin. De plus, elle prenait en compte l'impression principale que la vie de veille reçoit du rêve, que la vie de veille reçoit du rêve par le souvenir qui en subsiste le matin, car dans ce souvenir, le rêve se place comme quelque chose d'étranger provenant pour ainsi dire d'un autre monde face au reste du contenu psychique. Car dans ce souvenir, le rêve se place comme quelque chose d'étranger provenant pour ainsi dire d'un autre monde face au reste du contenu psychique. Il serait d'ailleurs erroné de penser que cette doctrine de la provenance surnaturelle des rêves est de nos jours privée d'adeptes. Abstraction faite de tous les écrivains piétistes et mystiques qui, tant qu'ils ne sont pas conquis par une explication des sciences de la nature, ont bien raison de continuer à investir les restes du domaine du surnaturel, jadis fort étendu. On compte tout de même aussi des hommes perspicaces et répugnants à toute aventure qui tentent précisément d'asseoir sur l'inexplicabilité des phénomènes du rêve leurs croyances religieuses en l'existence et en l'intervention des forces spirituelles surhumaines, Hafner. La haute valeur accordée à la vie de rêve par maintes écoles de philosophes, par exemple les Schellingiens. La haute valeur accordée à la vie de rêve par maintes écoles de philosophes, par exemple les Schellingiens, est un écho perceptible du caractère divin du rêve incontesté dans l'Antiquité. De même, concernant la force divinatoire du rêve, annonciatrice de l'avenir, la discussion n'est pas close, parce que les tentatives d'explication psychologique ne suffisent pas à maîtriser le matériel rassemblé.
même si les sympathies de quiconque s'est adonné au mode de pensée scientifique tentent sans la moindre équivoque à repousser une telle affirmation. De même, concernant la force divinatoire du rêve, annonciatrice de l'avenir, la discussion n'est pas close, parce que les tentatives d'explication psychologique ne suffisent pas à maîtriser le matériel rassemblé, même si les sympathies de quiconque s'est adonné au mode de pensée scientifique tentent sans la moindre équivoque à repousser une telle affirmation. Il est difficile d'écrire une histoire de notre connaissance scientifique des problèmes du rêve, parce que dans cette connaissance, aussi précieuse qu'elle puisse être devenue sur tel ou tel point, on saura remarquer d'orientation précise selon lesquelles s'effectuerait un progrès. On n'est pas arrivé à établir un soubassement de résultats assurés. Sur lequel le chercheur suivant continuera ensuite à construire. Au contraire, chaque nouvel auteur s'empare de nouveau des mêmes problèmes et les reprend comme depuis l'origine. Si je voulais m'en tenir à la suite chronologique des auteurs et rapporter en abrégé pour chacun d'eux les vues qu'il a exprimées sur les problèmes du rêve, il me faudrait renoncer à esquisser un tableau d'ensemble embrassant l'état présent de la connaissance du rêve. Il faudrait renoncer à esquiver un tableau d'ensemble embrassant l'état présent de la connaissance du rêve. Pour cette raison, j'ai préféré rattacher la présentation au thème plutôt qu'aux auteurs. Je citerai pour chacun des problèmes du rêve, ce qui est consigné dans la littérature comme matière permettant de le résoudre. Je citerai pour chacun des problèmes du rêve ce qui est consigné dans la littérature comme matériel permettant de le résoudre. Mais comme je n'ai pas réussi à maîtriser la totalité de la littérature sur le sujet, qui est si dispersée et empiète tant sur d'autres domaines, il me faut prier mes lecteurs de se tenir pour satisfaits, pourvu qu'aucun fait fondamental et aucun point de vue significatif n'ait été perdu dans ma présentation. Jusqu'à une époque récente, la plupart des auteurs se sont retenus de traiter le sommeil et le rêve dans le même contexte. Jusqu'à une époque récente, la plupart des auteurs se sont retenus de traiter le sommeil et le rêve dans le même contexte, et en règle générale, d'y adjoindre aussi la prise en compte d'états analogues qui vont jusqu'à la psychopathologie et d'épisodes similaires au rêve, comme les hallucinations, visions, etc. En revanche, on rencontre dans les travaux les plus récents une tendance à maintenir le thème dans certaines limites, voire à ne prendre pour objet qu'une seule question provenant du domaine de la vie de rêve. Dans cette modification, je verrais volontiers une expression de la conviction que dans des choses si obscures, éclaircissement et concordance ne peuvent être obtenus que par une certaine série d'investigations de détails. Dans cette modification, je verrais volontiers une expression de la conviction que dans des choses si obscures, éclaircissement et concordance ne peuvent être obtenus que par une série d'investigations de détails. Je ne puis offrir ici rien d'autre qu'une telle investigation de détails, à savoir d'une nature spécifiquement psychologique. Je n'ai guère eu l'occasion de m'occuper du problème du sommeil, car c'est un problème essentiellement physiologique, même si dans la caractérisation de l'état de sommeil,
Il faut nécessairement inclure la modification des conditionnements, des conditions, même si dans la caractérisation de l'état de sommeil, il faut nécessairement inclure la modification des conditions de fonctionnement régissant l'appareil animique. La littérature sur le sommeil, elle non plus, ne sera donc pas prise en considération ici. L'intérêt scientifique concernant les phénomènes du rêve, en tant que tel, conduit à poser les questions suivantes, en partie confluentes.